RDC, Rwanda. Kagame menace Kinshasa et utilise le FDLR comme prétexte pour occuper la RDC. Paul Kagame joue avec le feu. En défiant ouvertement les États-Unis et Donald Trump, le président rwandais tente de saboter un accord historique de paix signé à Washington pour mettre fin à l'occupation illégale de la RDC par les troupes rwandaises. Mais cette fois-ci, le vent a tourné. L'Amérique veille, Trump est prêt à agir, et Kinshasa n'est plus prête à se laisser intimider. Cette analyse vous plonge dans les coulisses d'un bras de fer dangereux entre Kagame et ses anciens alliés américains, une partie d'échecs où l'arrogance de Kigali pourrait tout faire basculer. La date du 27 juin 2025 restera gravée dans l'histoire politique de l'Afrique des Grands Lacs. Ce jour-là, à Washington, un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous le parrainage actif des États-Unis d'Amérique, a été signé pour mettre fin à l'occupation militaire rwandaise de l'Est congolais. Mais à peine l'encre de l'accord avait-elle séché que Paul Kagame s'est lancé dans une manœuvre de sabotage diplomatique, orchestrant une offensive médiatique qui révèle un fait essentiel. Le président rwandais ne compte ni respecter l'accord, ni quitter le Congo sans être forcé. En faisant cela, Kagame ne s'en prend pas seulement à Kinshasa, il défie aussi Washington, et plus particulièrement l'administration Trump, qui a juré de faire respecter cet accord à la lettre. C'est une stratégie dangereuse, potentiellement suicidaire. Lors de sa conférence du 4 juillet, à l'occasion des 31 ans de la prise du pouvoir par le Front patriotique rwandais, Kagame s'est comporté moins en chef d'État qu'en chef de guerre. Plutôt que de dresser le bilan de son règne ou de parler aux Rwandais de leur avenir, il a pris pour cible Félix Tshisekedi, les élections congolaises et surtout l'accord de paix négocié avec l'appui des Américains. Ce déplacement du discours officiel rwandais vers la moquerie et la provocation trahit une nervosité palpable. Le président rwandais sait que cet accord met fin à son rêve de cogestion de l'Est congolais, voire de partition larvée du Kivu, à laquelle il s'est accroché depuis 2 décennies. Mais pourquoi Paul Kagame défie-t-il les États-Unis? Pourquoi risquer d'entrer en collision avec Donald Trump, un président notoirement imprévisible, mais qui déteste être trahi? La réponse tient en partie dans l'obsession de Kagame pour la RDC. L'économie rwandaise, entièrement dépendante des exportations de minéraux congolais, notamment l'or, le coltan et l'étain, s'effondrerait si Kigali perdait son accès illégal mais lucratif à l'est du Congo. Depuis des années, malgré les sanctions, les rapports de l'ONU et les cris de la société civile, Kagame a réussi à manipuler les discours internationaux en prétendant que sa présence au Congo était motivée par la neutralisation des FDLR, un groupe armé hutu-rwandais. Ce prétexte des FDLR, Kagame le brandit une fois de plus, espérant ainsi justifier le maintien des troupes rwandaises en RDC. Mais cette fois, l'illusion ne prend plus. Les États-Unis ont désormais clairement compris que les FDLR sont un épouvantail. Le Rwanda prétend vouloir les neutraliser, mais ces derniers sont en réalité majoritairement présents dans des zones déjà contrôlées par les forces rwandaises. Si Kagame voulait réellement les éliminer, il l'aurait fait depuis longtemps. Le maintien de ce groupe sert uniquement à légitimer l'occupation. En imposant que le retrait des troupes rwandaises soit conditionné à la neutralisation préalable des FDLR, Kagame cherche à saboter l'accord signé à Washington. Massad Boulos, l'un des architectes de l'accord, a été clair. Retrait des troupes rwandaises et neutralisation des FDLR doivent être simultanés, sous supervision américaine. Il n'est pas question que Kigali impose ses propres conditions. Le mécanisme conjoint de désengagement
doit être mise en place dans un délai de 45 jours. Un calendrier précis sera ensuite établi et les États-Unis seront garants de son exécution. Toute tentative de ruse ou de retard sera considérée comme une violation directe des engagements pris. En agissant comme il le fait, Kagame insulte directement les États-Unis. Il feint de croire que cet accord sera traité comme les précédents, ceux de Nairobi ou de Luanda, qui ont échoué faute de mécanismes de mise en œuvre contraignants. Il pense pouvoir manipuler Washington comme il a manipulé les dirigeants africains, européens ou même onusiens. Mais cette fois, il s'agit d'une administration Trump bien différente. Trump, qui veut mettre fin aux guerres sans fin, a clairement affiché sa volonté de faire de la région des Grands Lacs une vitrine de sa diplomatie africaine. L'accord du 27 juin est une pièce maîtresse de cette stratégie. Et Trump n'oublie pas, il n'oublie pas que Kagame est un habitué des doubles jeux, qu'il a soutenu des rébellions en RDC, qu'il a éliminé ses opposants à l'étranger, qu'il a menti à ses alliés, qu'il a transformé le Rwanda en une dictature numérique qui donne bonne conscience à l'Occident tout en écrasant les libertés. En refusant d'appliquer l'accord de paix, Kagame s'expose à des sanctions sévères, mais surtout à une rupture de confiance stratégique. Pour Trump, il ne s'agit pas uniquement du Congo, il s'agit de crédibilité. Si le Rwanda piétine un accord signé sous son égide, ce sont les intérêts américains qui sont humiliés. Et Kagame n'a pas les moyens d'un tel affront. Le Rwanda est économiquement exsangue. Le pays dépend des aides internationales, notamment américaines. Le développement de Kigali est une façade financée à crédit, sur fond de répression et de pauvreté rurale. L'armée rwandaise, malgré son image de professionnalisme, est débordée. Elle combat sur plusieurs fronts, au Congo, au Mozambique, en Centrafrique, et s'appuie de plus en plus sur des mercenaires. L'opinion publique intérieure est muselée, mais les réseaux sociaux bruissent de critiques à peine voilées. La santé mentale de Kagame elle-même est remise en question. Félix Tshisekedi, de son côté, a marqué un coup stratégique. En s'alliant à Trump et en acceptant un accord équilibré, il a mis Kagame dos au mur. Il n'est plus question de négociations ouvertes, de pourparlers sans fin ou de jeux diplomatiques. Soit le Rwanda respecte ses engagements, soit il en paiera le prix. Tshisekedi a d'ailleurs renforcé sa position en s'assurant que les groupes armés comme le M23, considérés comme non étatiques, soient soumis à un processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, sous contrôle congolais. Il ne s'agira pas de réintégrer aveuglément des criminels dans l'armée nationale. Chaque cas sera examiné individuellement. Et ce ne sont pas seulement des promesses. Sur le terrain, les Wazalendo, ces résistants locaux, devenus symboles de la souveraineté congolaise, ont déjà montré qu'ils ne se laisseraient pas corrompre. Même les tentatives de Kabila pour acheter leur loyauté ont échoué. Ils ont accepté l'argent, mais ont affirmé que la terre de leurs ancêtres n'était pas à vendre. Leur message est clair. Aucun shilling rwandais ne rachètera leur honneur. C'est cette résistance populaire qui donne aujourd'hui un avantage moral et tactique à Kinshasa. En attaquant personnellement Tshisekedi, lors de sa conférence du 4 juillet, Kagame a commis une erreur stratégique. Plutôt que de paraître comme un chef d'État serein, il a révélé ses faiblesses. Il s'est moqué du processus électoral congolais, remettant en cause la légitimité de Tshisekedi, en des termes méprisants. Mais ce mépris ne trompe personne. Kagame est blessé. L'accord de Washington le dépossède de son outil de domination. Et il le sait. La réalité, c'est que Kagame est isolé. Sur le plan régional, même ses anciens alliés comme Museveni prennent leur distance. L'opinion internationale, autrefois séduite par le storytelling rwandais, se retourne lentement contre lui.
Les rapports accablants de l'ONU sur le pillage des ressources congolaises, les révélations d'anciens alliés comme Massad Boulos, les protestations populaires au Congo, tout cela contribue à faire tomber le masque. Le roi est nu. Et si Kagame persiste à défier les États-Unis, il pourrait bien se retrouver face à une réponse brutale. Trump n'est pas un adepte du compromis éternel. Il veut des résultats. Le mécanisme conjoint mis en place doit produire des effets dans les 45 jours. Passé ce délai, les sanctions tomberont. L'étau se resserre. Kigali peut jouer la montre, manipuler les mots, faire diversion, mais il ne pourra plus échapper aux faits. Kagame a fait son temps. Son système de prédation a atteint ses limites. Il ne lui reste plus que la fuite en avant. Mais face à un président américain décidé à mettre fin à l'occupation de la RDC, face à une population congolaise plus unie que jamais, et face à une résistance intérieure croissante au Rwanda, sa marge de manœuvre est mince. L'histoire retiendra peut-être que le 27 juin 2025, à Washington, le compte à rebours a commencé, et que Paul Kagame, en défiant Trump, a allumé un incendie qu'il ne pourra plus éteindre. En persistant dans cette posture de défi, Paul Kagame donne l'impression de ne pas mesurer l'ampleur du changement stratégique en cours. Ce qui se joue actuellement dépasse le cadre bilatéral RDC-Rwanda. C'est toute la géopolitique des Grands Lacs qui entre dans une phase de réalignement. Washington, sous Trump, veut asseoir son influence en Afrique en y restaurant la stabilité. Et le Congo, avec ses ressources stratégiques, est au centre de cette ambition. Kagame, en refusant de plier, se positionne désormais non pas comme un partenaire stratégique, mais comme un obstacle aux intérêts américains. Cela représente un tournant dangereux pour Kigali, car l'Amérique ne bluffe pas. Lorsque Trump promet des conséquences, cela signifie que des mesures coercitives sont prêtes à être déclenchées. Sanctions économiques, gel d'avoirs, isolement diplomatique, voire appui logistique et militaire accru à Kinshasa pour reprendre par la force les zones occupées. Et contrairement à l'Union européenne, qui a longtemps été indulgente, voire complice par silence, les États-Unis de Trump ont une tradition de frapper vite et fort quand leurs intérêts sont menacés. Dans ce contexte, la propagande de Kagame perd en efficacité. Pendant des années, il a réussi à se faire passer pour le visionnaire de la région, le bâtisseur d'un nouveau Rwanda, sorti du génocide et devenu une success story. Mais derrière cette vitrine soigneusement entretenue, les fissures sont béantes. À l'intérieur du Rwanda, la peur règne. Les opposants sont assassinés, emprisonnés ou contraints à l'exil. Les journalistes sont bâillonnés. Même les membres du FPR, son propre parti, vivent sous surveillance constante. La jeunesse rwandaise, de plus en plus connectée au monde extérieur, commence à poser des questions. Pourquoi les ressources nationales sont-elles accaparées par une élite militaire? Pourquoi tant de fonds sont-ils investis dans des aventures militaires à l'étranger au lieu de créer des emplois à l'intérieur? Pourquoi les anciens compagnons de lutte de Kagame, comme Kayumba Nyamwasa ou Patrick Karegeya, ont-ils été réduits au silence ou éliminés? La peur, jadis outil de contrôle absolu, devient lentement source d'instabilité. Le fait que Kagame ait choisi d'attaquer personnellement Félix Tshisekedi dans une allocution nationale censée commémorer l'anniversaire du FPR en dit long. Ce n'est pas une posture d'homme d'État, c'est le cri d'un leader acculé, incapable de contenir sa rage d'avoir perdu la main sur une situation qu'il pensait verrouillée. Pour Kagame, la RDC était une chasse gardée, un terrain d'expérimentation militaire et économique, un territoire sans maître. L'irruption de Tshisekedi, libre de toute tutelle, a tout bouleversé. Le discours de Kagame, truffé de sarcasme et de sous-entendus, n'était pas destiné au peuple rwandais. Il s'adressait à un public bien plus large,
aux militaires rwandais frustrés, aux partenaires internationaux sceptiques et surtout aux Congolais et aux Américains. En insinuant que Tshisekedi aurait été nommé président, en remettant en cause sa légitimité, Kagame tente de semer le doute, de fragiliser la position congolaise à un moment où celle-ci, justement, commence à prendre de l'envergure. Mais l'effet est inverse. Car cette fois, même les Congolais les plus critiques envers Tshisekedi reconnaissent que le chef de l'État a marqué un point décisif. En obtenant un accord à Washington sous garantie américaine, en positionnant la RDC au centre d'un nouvel axe stratégique afro-américain, il a rompu avec des décennies de soumission. Il a aussi réussi à mettre le Rwanda dans une posture défensive, obligé de justifier sa présence illégale sur un territoire voisin, contraint de répondre aux injonctions d'un partenaire qu'il pensait domestiquer. Kagame, désormais, joue contre la montre. Les 45 jours donnés par les États-Unis pour la mise en œuvre du mécanisme de retrait sont un ultimatum déguisé. S'il ne respecte pas ce calendrier, il exposera le Rwanda à une rupture d'alliance et à une pression multiforme, diplomatique, économique et militaire. Et il le sait. C'est pourquoi il agite encore une fois le spectre du FDLR, comme si ce mythe pouvait encore fonctionner. Mais la ficelle est trop grosse. Le parallèle évoqué dans le discours, celui de vouloir capturer un voleur dans une pièce, mais de refuser de quitter cette pièce pour permettre l'arrestation, illustre parfaitement l'absurdité de la position rwandaise. Comment peut-on prétendre neutraliser les FDLR tout en refusant de se retirer des zones où ils sont censés se trouver? Ce raisonnement circulaire, basé sur la mauvaise foi, ne convainc plus personne. Même les chancelleries africaines, autrefois prudentes, commencent à s'agacer. L'Afrique du Sud, l'Angola, le Burundi et même l'Ouganda montrent des signes d'impatience. Kigali, autrefois perçu comme un pôle de stabilité, devient un facteur de tension régionale. La perspective d'un embrasement du Kivu, d'un affrontement direct entre FARDC et RDF, voire d'une guerre régionale impliquant les Wazalendo, les Imbonerakure et les forces burundaises, devient tangible, et c'est précisément ce que les États-Unis veulent éviter. Mais Trump ne reculera pas. Pour lui, la stabilité de la région, la sécurisation des ressources stratégiques du Congo et la démonstration que l'Amérique peut encore peser en Afrique sont des priorités. Kagame, en choisissant de jouer avec ces priorités, se met en danger. Son calcul selon lequel il pourrait encore tromper Washington, comme il a trompé Bruxelles ou Paris, est un pari risqué. Car Trump ne joue pas aux échecs diplomatiques. Il frappe là où ça fait mal. Le Rwanda, déjà isolé sur le plan économique, pourrait perdre en quelques semaines le peu de soutien financier dont il dépend. Les projets d'investissement pourraient être suspendus, les partenariats militaires remis en cause. Pire encore, Kigali pourrait être accusé de violation d'un accord signé sous médiation américaine, ce qui équivaudrait à une trahison géopolitique. Et Washington ne pardonne pas facilement la trahison. Dans ce climat de tension, les Congolais se mobilisent. Dans les rues de Goma, de Bukavu, de Beni et de Bunia, des manifestations de soutien à l'accord de Washington ont eu lieu. La population, longtemps abandonnée, sent que quelque chose change. Pour la première fois depuis des décennies, une lueur d'espoir renaît. Les troupes congolaises, renforcées, réorganisées, bénéficient désormais du soutien logistique et diplomatique d'un acteur mondial. L'heure du grand nettoyage approche. Et Kagame le sait. C'est ce qui explique son agitation, sa fébrilité, son recours à l'insulte. Il n'est plus en position de force. Il est en défense. Même ses partisans les plus fidèles commencent à murmurer. Certains se demandent s'il ne serait pas temps de préparer la transition. Le régime
ne peut survivre à une rupture avec les États-Unis. L'économie ne tiendrait pas. La diaspora, divisée mais influente, pourrait se retourner. Le peuple rwandais, lassé de la terreur et du silence imposé, pourrait se lever. En vérité, Paul Kagame est à un tournant. Soit il respecte l'accord et retire ses troupes du Congo, en espérant négocier une sortie honorable, soit il persiste et il affrontera une tempête qui pourrait emporter non seulement son prestige, mais aussi son pouvoir. Le choix lui appartient. Mais une chose est certaine, le monde regarde, et Trump aussi. Il n'est plus temps de jouer au plus malin. Le feu couve, et celui qui croyait pouvoir manipuler l'ordre international par la peur et le mensonge risque de se brûler. Le Congo n'est plus seul, et le Rwanda, malgré ses armes et ses stratagèmes, ne peut pas gagner une guerre contre la vérité. Ce qui s'annonce, c'est la fin d'une ère. Celle où un petit pays pouvait déstabiliser ses voisins avec la bénédiction tacite des grandes puissances. Aujourd'hui, l'Amérique veut tourner la page. Et si Paul Kagame refuse de suivre, il sera laissé derrière. Pire, il sera écrasé par le train de l'histoire. Ce moment de vérité est arrivé. Et il est impitoyable.